Bonjour à tous, voici un nouveau topo sur l'anémie. Pour commencer, le syndrome anémique clinique. Quand est-ce que vous devez suspecter une anémie chez un patient? Quand il présente une pâleur qui sera au début sous-unguéale et conjonctivale, quand il présente des manifestations fonctionnelles hypoxiques, c'est-à-dire une asthénie, une dyspnée d'effort, une tachycardie, un angor, un souffle anorganique. En fonction des signes cliniques, vous pourrez vous orienter déjà vers une cause d'anémie. Donc, si le patient présente un ictère ou une splénomégalie, il faudra penser à une anémie hémolytique. Si le patient présente des signes de carence martiale, c'est-à-dire des troubles des phanères ou des muqueuses, c'est-à-dire des perlèches, il faudra penser davantage à une carence martiale. Si le patient présente une ascite, une circulation veineuse collatérale ou une hépatosplénomégalie, il faudra vous orienter vers une cirrhose. S'il présente une glossite ou des troubles neurologiques, en particulier un signe de l'hermite positif, il faudra penser à une carence en vitamine B12. S'il présente un syndrome hémorragique cutanéo-muqueux, il faudra penser à une insuffisance médulaire. S'il présente une adénopathie et une splénomégalie, il faudra penser à une hémopathie maligne. Donc nous allons voir tous les types d'anémie un par un. Pour commencer, l'anémie microcytaire. Donc il y a différentes causes d'anémie microcytaire. La plus fréquente, c'est l'anémie par carence martiale. Donc la physiopathologie, c'est une diminution de la synthèse de l'hème par les érythroblastes par un défaut de fer. Donc les signes cliniques de l'anémie par carence martiale sont les signes de sidéropénie, c'est-à-dire la perte de cheveux, une ragade, c'est-à-dire des perlèches ou une sécheresse au niveau des mains. Au niveau de l'hémogramme, vous aurez donc un VGM qui sera inférieur à 80 femtolitres, une hypochromie, c'est-à-dire le CCHM inférieur à 32 grammes par décilitre. La biologie de la carence martiale qu'il faudra connaître sur le bout des doigts, c'est une diminution de la ferritine sérique, une diminution du coefficient de saturation de la transférine et une augmentation de la capacité totale de fixation de la transférine. Donc les étiologies, si c'est une femme, il faudra toujours rechercher une cause gynécologique. Si c'est un homme ou une femme ménopausée, il faudra rechercher davantage une cause digestive. Donc, il faudra faire, si c'est une femme ménopausée ou un homme, une fibrocolo. Et bien évidemment, il faudra la faire s'il n'y a pas de cause gynécologique retrouvée chez la femme. Le traitement, c'est en premier lieu le traitement étiologique, ainsi qu'une supplémentation en sel de fer ferreux, Péros. Le critère d'arrêt du fer ferreux sera la normalisation de la ferritine et non pas de l'hémoglobine. La deuxième cause d'anémie microcytaire, ce sont les anémies des états inflammatoires chroniques. Donc le plus souvent quand même, l'anémie sera plutôt normochrome et le plus souvent elle sera normocytaire, mais on peut avoir des états inflammatoires associés à des anémies microcytaires. Donc le bilan martial sera différent de l'anémie par carence martiale, le fer sérique sera diminué, mais vous aurez une ferritine qui sera normale ou augmentée. La capacité de fixation de la transférine sera diminuée. La troisième cause des anémies microcytaires, ce sont les syndromes thalassémiques et les hémoglobinoses microcytaires. Donc vous aurez une microcytose, c'est-à-dire un VGM qui sera le plus souvent très inférieur à 80, au-delà de 55, environ autour de 55 à 70 femtolitres. Les réticulocytes et le bilan martial seront normaux. Cela touche souvent des patients du pourtour méditerranéen et de l'Asie du Sud-Est. Donc, il faudra évoquer les syndromes thalassémiques si nous avons une anémie sévère dès la naissance ou au cours de la première année de vie et s'il y a une hémolyse excessive ou une microcytose nette, c'est-à-dire autour de 55-70 femtolitres. Le diagnostic se fait avec l'électrophorèse de l'hémoglobine. La quatrième cause d'anémie microcytaire, c'est la carence en vitamine B6, le plus souvent dans un contexte d'éthylisme chronique, le saturnisme et l'anémie sidéroblastique. Donc il faut absolument connaître sur le bout des doigts ce tableau car il faudra souvent différencier une anémie par carence martiale d'une anémie d'un état inflammatoire. Maintenant, voyons les anémies normocytaires non régénératives. Donc le plus souvent, elles sont d'origine multifactorielle. Comme on l'avait vu dans la diapo d'avant, les états inflammatoires chroniques donnent des anémies normocytaires non régénératives, les hépatopathies, l'insuffisance rénale chronique, l'hypothyroïdie, l'hémodilution ou l'hypersplénisme. Donc, pour faire le bilan d'une anémie normocytaire non régénérative, il faudra faire un myélogramme. Donc, vous avez deux possibilités.
soit la moelle osseuse est pauvre, soit la moelle osseuse est richement cellulaire. Si la moelle osseuse est pauvre et que l'on a une érythroblastopénie isolée, chez l'enfant, il faudra penser au parvovirus B19. Chez l'adulte, il faudra évoquer des causes médicamenteuses, des maladies auto-immunes, des cancers digestifs et le thymome. Si nous avons un frottis qui est globalement pauvre et non pas seulement une érythroblastopénie isolée, il faudra penser à une aplasie médulaire s'il y a aussi une affectation des autres lignées, une myélofibrose et donc en cas de myélofibrose, une indication à une biopsie ostéomédulaire. Soit la moelle est richement cellulaire. Dans ce cas-là, il y a 3 possibilités. Soit elle est envahie par les cellules hématopoïétiques. Si ce sont des blastes, il s'agira d'une leucémie aiguë. Si elle est riche en plasmocytes, il faudra penser à un myélome. Si elle est riche en lymphocytes matures, il faudra penser à une leucémie lymphoïde chronique ou un lymphome lymphocytique. Soit elle est envahie par des cellules non hématologiques, c'est-à-dire il s'agira alors de métastases, soit du sein, du rein, de la thyroïde ou de la prostate. Soit il y a donc une moelle richement cellulaire avec des dysplasies cellulaires, et donc dans ce cas-là, il faudra évoquer un syndrome myélodysplasique. Maintenant, voyons les anémies normocytaires régénératives, donc d'origine périphérique. Vous aurez des réticulocytes qui seront supérieurs à 150 gigas par litre. Donc soit il y a une anémie post-hémorragique aiguë qui entraîne donc une régénération médulaire. Il faut savoir que dans ce cas, les réticulocytes augmentent seulement après 3 à 5 jours de saignement. Et il faudra toujours vérifier dans ce cas-là l'absence de carence martiale car il faudra supplémenter votre patient. Ensuite, il y a la deuxième étiologie des anémies normocytaires régénératives, ce sont les anémies hémolytiques. Donc là aussi, il faudra connaître sur le bout des doigts la biologie d'une anémie hémolytique. Donc il y a une augmentation de la bilirubine libre, un effondrement de l'aptoglobine, une augmentation des LDH et une augmentation du fer sérique. Donc là encore, il y a différents types d'anémies hémolytiques. Soit les anémies hémolytiques extracorpusculaires, donc ce sont les anémies hémolytiques immunologiques à test de Coombs positif. Là encore, il y en a 2 catégories, soit les anémies hémolytiques à auto-anticorps chauds, donc ce sera des IgG, soit des anémies hémolytiques à auto-anticorps froids, donc dans ce cas-là, ce seront des IgM. Et donc les étiologies, ce sont soit idiopathiques, soit une infection par le CMV, le BV ou le VIH, soit une maladie des agglutinines froides, soit un lymphome, soit un mycoplasme. Ensuite, il y aura des hémolyses mécaniques. Donc là, vous aurez un test de Coombs négatif et la présence de schizocytes au frottis sanguin. Donc c'est le plus souvent en cas de valve mécanique, d'une circulation extracorpusculaire ou la présence d'une microangiopathie thrombotique. Ensuite, il y a des hémolyses infectieuses, dans le cas de paludisme en particulier. Ensuite, il y a les hémolyses toxiques, qui sont quand même relativement plus rares. Ensuite, nous avons des anémies hémolytiques corpusculaires. Donc là, il y en a encore 3 types. Donc soit les anomalies de la membrane du globule rouge. La plus connue, c'est la sphérocytose héréditaire ou maladie de Minkowski-Schoffer. Ensuite, il y a des anomalies du système enzymatique du globule rouge. La plus connue, c'est le déficit en G6PD. Ensuite, il y a des anomalies de l'hémoglobine. Donc là, on aura une hémolyse. Par exemple, on l'a vu tout à l'heure, dans le cas des syndromes thalassémiques ou de la drépanocytose. Enfin, donc, nous avons les anémies hémolytiques dans le cas de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Voyons maintenant la catégorie des anémies macrocytaires. Donc le plus souvent, elles sont non régénératives, c'est-à-dire que les réticulocytes sont inférieurs à 150 gigas par litre. Les premiers diagnostics à évoquer sont l'insuffisance thyroïdienne, il faudra donc doser la TSH, l'insuffisance rénale, la cirrhose, les médicaments impliqués dans les mécanismes de l'ADN, c'est-à-dire les alkylants, le méthotrexate, les sulfamides et les anticomyciaux. Donc en dehors des circonstances évoquées ci-dessous, et avant tout traitement, il faudra doser la vitamine B9 et la vitamine B12. Si ces 2 dernières sont normales, il faudra faire un myélogramme afin d'éliminer un syndrome myélodysplasique. Voyons une des causes d'anémie macrocytaire, la carence en vitamine B12. Donc, il faudra rechercher une maladie de Birmer. Donc, la maladie de Birmer, c'est une maladie auto-immune qui touche en général les femmes de 50 à 60 ans. Donc, la clinique est importante à connaître. Donc, il y aura des signes digestifs, en particulier la glossite atrophique vernissée, appelée glossite de Hunter, des douleurs abdominales, une diarrhée et une constipation. Ensuite, il y aura des signes cutanés, la peau sèche, squameuse, les ongles cassants,
l'hyperpigmentation des paumes des mains, des signes neurologiques, déficit sensitivo-moteur périphérique à type de paresthésie, de disparition des réflexes, et dans les formes évoluées, une sclérose combinée de la moelle, qui donne une quadriparésie et une incontinence urinaire. Enfin, il peut y avoir des manifestations auto-immunes associées, comme des thyroïdites et un diabète. Donc biologiquement, c'est une anémie macrocytaire arégénérative et on trouve une hypersegmentation des polynucléaires neutrophiles. On peut également trouver des signes d'hémolyse et la vitamine B12 est inférieure à 200 picogrammes par millilitre. Que fait-on en pratique pour poser le diagnostic et éliminer les diagnostics différentiels? Il faut doser la vitamine B12 sérique, mettre en évidence les anticorps antifacteurs intrinsèques et mettre en évidence les anticorps anti-estomac. Le traitement, c'est l'administration parentérale de vitamine B12. Il faudra reconstituer les réserves par 10 injections de 1000 microgrammes tous les 2 jours, puis il faudra faire une dose d'entretien par une injection IM de 1000 microgrammes tous les 3 mois à vie. Les autres causes de carence en B12 sont les carences d'apport chez les végétaliens stricts, les syndromes de malabsorption, les anomalies d'utilisation dues à des médicaments comme la metformine et la néomycine, l'infection par le botryocéphale et la maladie d'Imerslund. Une autre cause d'anémie macrocytaire, c'est l'anémie par carence en folate ou vitamine B9. Donc les signes cliniques sont relativement proches de la carence en vitamine B12, mais il n'y a pas de glossite de Hunter, mais on retrouve les douleurs abdominales, la diarrhée et la constipation. Les signes neurologiques propres sont discutés et il faut savoir que la carence en B9 en début de grossesse donne une non-fermeture du tube neural. La biologie, c'est bien sûr une anémie macrocytaire arégénérative avec une vitamine B9 qui est inférieure à 5 microgrammes par litre et une diminution des folates érythrocytaires. Donc les étiologies, c'est la carence d'apport, la malabsorption, les interactions médicamenteuses, en particulier le méthotrexate et le Bactrim. Et les carences relatives, c'est les femmes enceintes, les adolescents et les anémies hémolytiques chroniques. Donc le traitement est une supplémentation orale en spécial fold-in par 5 mg par jour pendant quelques semaines s'il s'agit d'une carence d'apport, ou le traitement parentéral s'il s'agit de grande malabsorption, ou s'il y a un traitement par antifolique, comme le méthotrexate. Donc il faut savoir que l'administration en folate chez un patient qui est porteur d'une carence en B12 peut aggraver les troubles neurologiques de la carence en B12. Il faut donc attendre les résultats des dosages vitaminiques avant d'administrer des folates. Donc ça, c'est un petit diapo récapitulatif des anémies. Voilà, j'espère avoir été claire. Bon courage à tous, à bientôt.